Je n'ai plus la main, voilà. Dans nos projets collectifs, c'était Béatrice Durfort, dans le cadre de cette étude, qui m'avait dit qu'il faut oser l'éloge de la lenteur. Et puis Luc Taillard-de-Borns pour la Fondation Roi-Baudouin qui nous avait dit « Le collectif signifie un ralentissement des décisions. Le choix de la collaboration implique parfois un trade-off d'efficacité. Il faut en être conscient dès le départ et intégrer ça dans sa démarche collective. » Et puis deuxième point que je lis dans ce que vous dites les uns et les autres, il faut une bonne dose de modestie, il faut que chacun se connaisse pour ce qu'il est, avec ce qu'il apporte dans le projet et ce qu'il n'apporte pas, ses forces et ses faiblesses. Et là, je voudrais qu'on se questionne collectivement sur la question de l'ego des fondations et des enjeux d'image. Dans quelle mesure est-ce que ces dimensions peuvent être un frein au collectif? On en a parlé avec les différents intervenants. Je vais vous passer une image du pan qui fait la roue. C'est Joseph Le Marchand qui nous avait dit « Le Graal du philanthrope individuel, c'est réussir à en associer d'autres à son projet, car c'est une manière de légitimer sa propre approche. » Voilà. Tout le monde, évidemment, parle de collectif, mais c'est un peu « ralliez-vous à ma bannière derrière moi ». Voilà. Et puis, François Ribérol, il me semble, qui nous disait « Beaucoup d'intentions sont tuées par le moi-je des fondateurs, qui veulent garder un contrôle sur tout. » Qui dans cette salle considère que les questions d'ego et d'image ont été un vrai frein à des projets collectifs qu'ils ont cherché à monter? Pas tant que ça, parce que peut-être considérez-vous que l'ego et les enjeux d'image peuvent aussi être un moteur à l'action, et ça rejoint ce que nous disait Jean-Baptiste de Foucault, encore lui, hier. Dans ce deuxième âge de l'engagement, il considérait que on était beaucoup dans la quête de reconnaissance et que la quête de reconnaissance était elle-même un moteur. Il a parlé de ce diptyque entre implication et gratification. Voilà. Alors je crois que Bernard voulait réagir peut-être sur ce point et sur d'autres également. Oui, je voulais réagir pas trop sur l'ego, énorme ego, donc je pourrais commenter, mais je vais revenir. Mais, ce que je trouvais très intéressant, je voulais réagir sur finalement ce qu'il vient de présenter sur Territoire Zéro Chemin dans la durée, pour être un petit peu polémique dans le débat. Là. Bon, alors, il trouve que c'est absolument super. Bon, moi, j'ai découvert grâce à Delphine Allu, AG2R, dans une réunion de la Fondation AG2R. On a essayé de soutenir. Donc, un des responsables d'un territoire de l'EBE de Villeurbanne, c'est quelqu'un d'Accenture qu'on a mis en mécénat de compétences là, pendant 1 an. Donc, il est sur 2 ans, en fait. On accompagne maintenant l'équipe nationale de Territoire Zéro Chômeur avec Laurent Guillaume pour anticiper la phase de généralisation. Et on découvre que c'est pas simple, hein, pas de surprise, c'est pas simple. Et ce que je trouve très intéressant finalement, c'est qu'il y a eu le besoin, l'idée de créer un outil, une structure, une EBE, une entreprise à but d'emploi, un outil différent, quoi, qui n'est pas une association, qui est une entreprise, mais une entreprise un peu particulière, c'est pas une société anonyme classique, voilà, et puis tout un dispositif autour d'associations, de fondations. Et donc, moi je me dis, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas là un petit peu dans la 3e étape de l'engagement qui est évoqué Jean-Baptiste de Foucault hier? Parce que, objectivement, une entreprise classique, conventionnelle, comme Accenture ou d'autres, effectivement, aurait énormément de mal à faire ça, et on l'a vu dans notre collectif, on ne peut pas seul arriver et créer une synergie, voilà, il faut le faire à plusieurs. Les associations, effectivement, strictement, est-ce qu'elles sont armées pour porter ce type de sujet avec les logiques d'efficacité, de dépassement d'ego, etc., et de passage à l'échelle qui sont nécessaires? Et donc, d'un côté, on a une pression en ce moment, donc c'est la loi Pacte que le gouvernement pousse, etc., pour dire que les entreprises doivent renforcer et formaliser leur raison d'être, qui dépassent leur strict intérêt de profit au service de l'objet social initial. On veut professionnaliser les associations, et du coup on est amené à créer des objets atypiques, qui sont des EBE dans ce cas de figure, qui cherchent à rassembler le meilleur des mondes. Et donc, quelque part, on peut se dire que finalement l'action collective, elle est vouée à l'échec si elle n'est pas, in fine, transcendée par des structures, des objets qui soient radicalement transformés ce que c'est qu'une entreprise, qui va vraiment inscrire des logiques d'intérêt général dans le cadre de son objet. Soit parce que les associations doivent dépasser le côté associatif sympathique, quelle que soit sa force et l'engagement individuel des personnes, pour aller vers une logique structurelle, systémique, d'entités qui le permettent, quoi. Et donc je me pose la question vraiment de comment on passe à cette 3e étape de l'engagement, qui doit passer par du structurel. On a fait, nous, un dernier truc que je cite rapidement.
on a créé une entreprise, une co-entreprise, enfin une entreprise, pardon, c'est encore une entreprise assez intéressante, mais qui est une entreprise de l'ESS, qui a le label ESUS, qui s'appelle Access, pour l'insertion sur le métier du numérique, où la fondation Accenture est actionnaire, et un acteur de l'insertion qui s'appelle Ares, Thibaut Guilly, que certains d'entre vous connaissent, est également actionnaire. Et donc on a créé une nouvelle entreprise aussi, c'est une ESS dans ce cas de figure, mais avec un objet d'intérêt général, une gouvernance partagée, une logique sur les profits qui sont réussis dans l'objet social, et donc dans laquelle on a estimé que nous, en tant qu'entreprise, on avait besoin de créer cet objet pour pouvoir agir de manière plus pertinente. Donc d'un côté, on voit ces structures qui se créent, troisième type, troisième voie. On voit des initiatives, on va les citer parce qu'ils sont là, comme La France s'engage, qui cherche à rassembler tous les acteurs. On peut citer French Impact également. Enfin voilà, il y a toute plein d'initiatives qui se créent, mais on sent bien qu'on est encore, à mon avis personnel, on est encore à un stade très préliminaire de cette troisième voie, on va dire, ou cette troisième étape qui était à évoquer, qui fait qu'on va effectivement permettre d'avoir des solutions sur ce sujet, et qui permettra de dépasser les égos, pour créer la question. Absolument. Et alors, je voudrais aussi qu'on revienne sur un point que vous avez tous un petit peu évoqué, qui est, nous sommes des acteurs, donc les fondations qui ont essentiellement la posture du financeur. Comment est-ce qu'on co-construit, c'est évidemment un terme à la mode dans le secteur, la co-construction, avec ce qu'on peut appeler les bénéficiaires, ou qu'on peut appeler autrement, et je voudrais qu'on se penche un petit peu sur ce modèle assez innovant qu'ATD Quart Monde a développé, que Pierre-Yves Madinier nous l'explique un petit peu en détail, parce qu'il bouscule un petit peu ce schéma vertical traditionnel du financeur au bénéficiaire. Vous avez peut-être relevé dans son discours le terme d'allié et le terme de militant, qui chez ATD Quart Monde ont une signification particulière, et puis il y a aussi les volontaires. Donc expliquez-nous un petit peu cette relation avec ceux qu'on appelle traditionnellement les bénéficiaires. Oui, alors bien sûr je vais le faire, mais avant je pense que dans les facteurs clés de succès, c'est pas encore un succès, c'est une expérimentation. Mais déjà le fait que l'expérimentation existe, la France va apprendre des choses, mais il y a, je pense, l'ambition. Parce que au fond, après les structures juridiques, il peut y avoir bien des solutions, l'ESS, finalement, si l'actionnaire est d'accord, beaucoup de choses peuvent se faire, donc par rapport à la forme d'entreprise. Donc je pense qu'il faut beaucoup de travail, parce que pour mettre au point quelque chose qui résiste à toutes les difficultés, il faut beaucoup de travail, mais ça c'est peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui aiment travailler. Et je pense qu'il y en a pas mal ici dans cette salle. Donc oui, ATD c'est un petit peu particulier parce qu'on a été créé par des personnes très pauvres. Et il y a quelque chose alors, qui en même temps me rend un immense optimisme, parce que Denis, pour l'instant, on n'est pas complètement partout sur la même planète. On a probablement la même spiritualité au sens de la dignité, mais dans les approches, on est un peu différent. Au départ, ATD a été créé par le Père Joseph, qui était donc prêtre, et qui a, pardonné l'expression, je ne vais pas l'utiliser, il a mis dehors les dames du secours catholique qui étaient au camp de Noisy, qui distribuaient la soupe. Donc on était assez loin du secours catholique, et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est parce qu'il connaissait la grande pauvreté de l'intérieur, il savait que quand on est très pauvre, on est très dépendant des personnes qui veulent vous aider, et du coup on essaie d'être conforme. Juste une minute, un jour il a raconté à ses volontaires, je parlerai après des volontaires, il leur a raconté qu'au camp de Noisy, il leur faisait, une fois par semaine, il leur parlait, et il y avait un enfant qui s'appelait le Petit Noël. Et le Petit Noël était un schnappant, et qui n'allait jamais ni au catéchisme ni à la messe. Et un jour, le Père Joseph rencontre le Petit Noël. Alors il dit: comment ça va, Petit Noël? Il dit: ah, ça va bien. Alors, qu'est-ce que tu aimes bien? Ah, j'adore le catéchisme, j'adore prier, j'adore aller à la messe. Et là, Joseph Brzezinski a compris qu'en fait, quand on est très pauvre et qu'on voit un curé qui représente, on ne sait pas trop quoi, mais l'autorité, la société, il est bon de lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Et très souvent, des gens qui vont de bonne foi rencontrer des personnes très pauvres, ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Bon. Juste, du coup, c'est exactement le point auquel on veut en venir sur cette idée de la co-construction avec nos bénéficiaires. Catherine Ferrand nous avait dit que, en fait, cette co-construction est une illusion parce qu'il existe un mensonge vital des bénéficiaires envers les bailleurs où chacun trouve son compte. Voilà, c'est ça que vous... Voilà, c'est dit très clairement, c'est de manière beaucoup plus concise. Mais, justement, l'originalité d'ATD Quart Monde, c'est qu'il y a une très grande cohérence, je dirais, entrepreneuriale, parce qu'il y a une très grande cohérence entre
ses ressources humaines, sa structuration et sa philosophie. C'est de dire qu'il faut que les choses partent des plus pauvres. Mais les plus pauvres tout seuls, ils ne peuvent pas s'en sortir. Individuellement, certains s'en sortent, mais ils ne peuvent pas s'en sortir. L'extrême pauvreté, c'était le lumpenprolétariat que Marx méprisait souverainement, parce que c'était ceux qui n'étaient pas capables, en étant en usine, de devenir le prolétariat conquérant. Donc les très pauvres, c'est ceux qui ne peuvent pas s'en sortir. Ce que je dis est très rapide, évidemment. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui aillent à leur rencontre, pas pour leur apporter de l'aide, parce qu'ils s'ils apportent de l'aide, on rentre dans ce rapport vicié, mais pour être avec eux, pour leur permettre de reconsidérer qu'ils ont de la dignité. Et pour ça, il y a une éthique très forte, et il a donc inventé les volontaires permanents. Alors, les volontaires permanents, c'est des gens qui s'engagent, c'est des salariés du mouvement ATD Quart Monde, qui s'engagent pour, alors de manière permanente pour quelques années, c'est pas un ordre religieux, le mouvement n'est pas religieux, c'est un mouvement multiconvictionnel, mais qui s'engagent avec des conditions de vie qui sont particulières. En France, ils sont logés et ils ont, pour quelqu'un qui est seul, un peu moins de 600 € d'indemnité par mois. Alors ça se fait très simplement, on respecte la loi, on n'a pas voulu faire ce qu'a fait Emmaüs avec les compagnons qui ont un statut particulier. C'est des gens qui sont payés au SMIC, quelquefois plus, mais qui pratiquent la péréquation volontairement, et donc ils se versent une indemnité de 600 € par mois, et ils financent d'ailleurs la fondation avec le reste. Bon, et ça c'est une première chose. La deuxième chose, par rapport à un raisonnement d'entreprise, c'est qu'il n'y a pas de notion d'ancienneté. Alors, je vais faire un peu de provo gratuite parce que je ne suis pas aussi bête que ça, mais souvent les entreprises se disent qu'il faut remplacer l'ancienneté par le mérite, et il y a des raisons à ça. Nous, on a effectivement remplacé l'ancienneté par le mérite, il n'y a pas d'ancienneté. Bon, il n'y a pas de mérite non plus, mais bon, ça c'est autre chose. Et puis le troisième point, mais qui est aussi assez révolutionnaire, c'est que quel que soit le niveau de responsabilité, on a le même salaire. Et je vais vous citer un exemple très concret, c'est quelqu'un qui était responsable, pendant 5 ans, il a été responsable de toute l'activité d'ATD en France, donc il avait 100 volontaires et un certain nombre de milliers de militants et d'alliés, donc il était responsable. Et bien quand il a quitté ce poste, il a eu envie de se ressourcer, donc il est devenu gardien d'immeuble dans une cité très pauvre. Et pour lui, ce n'était pas un problème. Pour lui, c'était une respiration, parce que celui qui est gardien d'immeuble avec des personnes très pauvres, pour la construction du mouvement, il est aussi important que celui qui est délégué général, et même, ce qui est scandaleux, celui qui est président de la fondation et du mouvement. Voilà. C'est même, il est plus important parce que moi je rencontre moins souvent des personnes très pauvres. Donc ça donne une espèce de cohérence, et c'est ça la colonne, le backbone, la colonne vertébrale du mouvement ATD Quart Monde, c'est les volontaires. Et c'est eux qui assurent la gouvernance. Et puis il y a ce que j'appelle ce qu'on appelle les militants, c'est des personnes qui sont sorties de la grande pauvreté. Ils sont sortis de la grande pauvreté, pas forcément parce qu'ils vivent mieux, mais parce qu'ils ont pris suffisamment d'assurance pour pouvoir porter un combat collectif. Il y a une dame qui me disait ça, elle me disait, moi j'ai toujours une vie de merde, mais maintenant je suis plus dans la misère parce que je peux parler, j'ose parler. Et donc ça c'est un chemin, c'est un très long chemin qui passe par les universités populaires, qui passe par les bibliothèques de rue, au travers des enfants, aller rencontrer les parents les plus enfermés. Et il faut voir ce qu'on demande à ces personnes, parce qu'ils portent les difficultés des autres. Et aujourd'hui, dans notre délégation générale, on a une militante, et qui dit, chaque fois que je suis replongé devant les difficultés, parce que toutes les difficultés qu'on connaît lui remontent, elle dit, à chaque fois je suis replongé dans mon existence. Donc moi je suis ému, je suis tout ce que vous voulez, mais comment dire, ça m'a jamais, c'est jamais des choses que j'ai vécues. Donc les militants qui portent ça, et puis alors moi je suis un allié, c'est-à-dire, comme on peut faire alliance avec vous autour de la cause des femmes, etc., je suis de ceux qui combattent pour détruire la misère. Donc il y a ça, et puis il y a la radicalité. Je veux être un peu taquin, puisqu'on s'est dit hier qu'on allait un peu se taquiner, mais 500 chômeurs de moins à Romans. Mais vous ne pourrez jamais, vous ne pourrez jamais en être sûr. Non, mais bon. Enfin, il y a beaucoup d'écoliers. D'accord. Non, mais c'est simplement pour dire que la question, c'est que nos objectifs, et c'est très bien que vous ayez des objectifs en fait, nos objectifs, il ne faut pas qu'ils nous aveuglent.
j'ai eu l'occasion, il y a quelques temps, d'expliquer ça, c'était au moment des objectifs du millénaire sur le 30% de gens qui sortent de la grande pauvreté. Ça n'a pas été vu dans aucun pays du monde comme une bonne nouvelle. Et encore une fois, lutter contre la grande pauvreté, ça doit partir des personnes elles-mêmes qui se mettent à y croire. Voilà. Je voudrais qu'on donne un petit peu la parole à la salle parce qu'il nous reste très très peu de temps. Alors, on va tout de suite y aller parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà, on aurait certainement beaucoup d'autres choses à dire. Vous avez encore 3 minutes pour réfléchir chacun sur l'initiative collective à l'échelle de votre fondation que vous voudriez développer et dont vous pouvez prendre l'engagement à titre individuel. Alors, en résumé, vous avez vu qu'il y a plusieurs niveaux d'engagement collectif, de dynamique collective. Il y a celui qu'on peut appeler le niveau organique, c'est-à-dire au sein d'un même corps, mobiliser tous les membres. Au sein d'une fondation, on peut mobiliser les collaborateurs d'une entreprise, on peut mobiliser des bénévoles, donc ça peut être cette dimension-là. Il y a la dimension plutôt horizontale, la collaboration entre fondations, entre bailleurs. Il y a la dimension qu'on a longtemps considérée comme verticale du bailleur au bénéficiaire, mais qu'on peut rendre là aussi beaucoup plus horizontale ou organique. Et puis la dimension multi-acteurs, un collectif qui associe, qui dialogue avec la puissance publique, avec d'autres types d'acteurs. Voilà. Je voudrais juste donner un dernier mot à Rada Hatem, parce que le collectif, c'est pas seulement dans un temps T, c'est aussi dans le temps long et dans l'histoire. Et je trouve que de façon symbolique, Rada a pris une belle initiative dans la façon de nommer les salles de consultation à la Maison des Femmes, pour s'inscrire là aussi dans une dynamique d'engagement collectif dans le temps long. Et juste après, vous allez nous partager vos propositions d'engagement collectif. Oui, c'est une initiative qui plaît bien. On a eu envie d'être à la fois pédagogue et de dire merci à toutes ces femmes qui, bien avant nous, se sont engagées. Donc, il y a une salle Oda Sharawi. Oda Sharawi est la première femme égyptienne à avoir enlevé son voile. Il y a la salle Frida Kahlo, qui est une femme qui a vécu des choses terribles et qui n'a jamais baissé les bras. Il y a la salle Niki Tsinfal, qui, comme vous le savez, a été incestée par son père. Il y a la salle John Baez, que j'ai eu la chance d'écouter à Paris. Cette femme est vraiment une inspiration. Il n'y a pas eu la salle Gisèle Halimi, il n'y avait pas la salle Simone Veil, parce qu'elle était déjà très remerciée partout. Il y a la salle Waris Diri, je ne sais pas si vous savez qui est Waris Diri, c'est cette mannequin extraordinaire, c'était une gardienne de chèvre en Somalie, qui est partie à Londres pour devenir bonne au consulat, qu'on a enfermée, qui est sortie, qui est allée faire les poubelles chez McDonald's, où elle a été repérée par un photographe international qui a construit sa carrière. Et ce qui est sympa, c'est que nos femmes, quand elles sont dans la salle d'attente, elles regardent tous ces projets et toutes ces femmes, et ça leur donne beaucoup d'énergie. Et pour aller plus loin, on a juste créé un mouvement qui s'appelle Soyons toutes des héroïnes, où beaucoup de fondations participent, parce que notre idée, c'est aussi de dupliquer notre modèle sur le territoire français. Merci beaucoup. Alors, on va vous laisser partager avec vos voisins et voisines pendant 1 minute ou 2. Chacun, vous pouvez dire à votre voisin ou voisine l'initiative à laquelle vous pensez au niveau de votre fondation pour aller vers plus de collectifs dans notre secteur. Premier micro là-bas. Oui. Alors, allô, on écoute, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Donc, Vincent Godbout, Solidarité Nouvelle face au chômage. Il y a quelques années, ici, on avait travaillé, dans le cadre du Centre français des fondations, l'évaluation. Et je reprends un peu le propos hier de Jean-Baptiste sur la dictature de l'impact. Et la proposition que j'aurais à faire, c'est ne peut-il pas y avoir une réflexion commune et partagée pour arriver à des critères partagés d'évaluation de l'impact, et notamment entre des fonds et fondations d'entreprises et des fonds et fondations familiales. Parce que je pense que effectivement l'impact est plus porté par les entreprises, même si c'est pas noir et blanc, mais alors que les fondations familiales ont plus la durée, le temps devant elles. Et donc n'y a-t-il pas là une réflexion commune à partager? Merci beaucoup. On va prendre 2-3 remarques et propositions. Oui, monsieur. Le micro. Philippe Seine, président d'honneur de la Fondation Seine. Nous rejoignons tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure en matière de grande pauvreté. Nous nous occupons quant à nous de la
Je lutte contre la prostitution dans le monde. Il faut savoir que la prostitution dans le monde, c'est 30 millions de femmes et d'enfants prostitués qui rapportent au proxénète plus de 200 milliards d'euros par an. Là, en général, ce sont des personnes très pauvres qui arrivent en France, à qui on retire d'ailleurs immédiatement leur passeport. Et nous avons lancé, quant à nous, un centre de documentation avec 10 000 documents, etc. Alors, la question que je pose, c'est que nous voulons lancer un site internet international avec des universitaires, en étant aidés, si possible, par des grandes sociétés de gestion, du genre Accenture, KPMG et tous les autres, Y, etc., et des grandes agences de communication. Voilà, c'est un problème important qui rejoint tous les problèmes de grande pauvreté dans le monde, parce que si 98% des personnes prostituées qui arrivent de Moldavie, d'Afrique du Sud, etc., ou d'Afrique, sont des personnes totalement démunies. Voilà ce que je veux dire. Et voilà notre projet. Merci pour cette proposition partagée. Delphine. Alors, Jean Saslavski, mon voisin de la Fondation La France s'engage, propose qu'on démultiplie toutes les possibilités qu'autour d'un projet, quand on est plusieurs fondations à accompagner ou à financer un projet, qu'on se regroupe ensemble avec l'association, éventuellement une fois par an, pour faire gagner du temps à l'association, soit pour réfléchir avec elle à son développement, ou bien pour mutualiser l'évaluation, le dispositif d'évaluation. Très bonne idée, et je précise qu'il existe déjà des initiatives de ce genre, soit de co-instruction en amont du projet, pour faire gagner du temps à la fois aux porteurs de projet et aux financeurs, soit de co-évaluation en aval, là aussi, dans un objectif gagnant-gagnant d'épargner le temps des uns et des autres. Francis Charles. Oui, c'est une proposition qui monte un peu au-dessus, c'est-à-dire de dire que on peut être au niveau du terrain, comme on le fait là, au niveau du local, mais M. Métinier a parlé tout à l'heure des ODD. Je crois que la question des ODD qui est présentée sous 17 objectifs, je trouve que ça serait très intéressant que chacune des organisations puisse s'inscrire dans un des ODD ou deux ou trois de façon extrêmement formelle. C'est-à-dire qu'à travers la façon dont ils font les choses, finalement, ils se raccrochent à une pensée et à une activité mondiale qui est partagée par des gens d'autres pays et qui pourrait créer des ouvertures de relations avec des gens dans des pays divers qui comprendraient dans quel espace on s'inscrit. Et par ailleurs, pour des entreprises, ça peut aussi les intéresser parce qu'elles cherchent des projets internationaux. Et si vous dites que vous êtes dans l'objectif 11, 12, l'eau, la pauvreté, etc., elles peuvent mieux s'inscrire dans cet objectif qui est un objectif planétaire. Donc je pars un peu du terrain, mais je remonte directement à l'objectif planétaire. Et je crois que ce truc-là, personne en France, ou très très peu de gens se sont emparés dans les associations. On ne le voit pas sur leur logo, on ne le voit pas à côté, on ne le voit pas dans les sites. Et je pense que ça peut avoir une force assez grande. Merci. Certainement, c'est la dimension ultime du collectif, en fait, de converger vers un objectif partagé au niveau mondial. Combien de fondations dans la salle ont déjà commencé à réfléchir sur leur appropriation des ODD, ne serait-ce que de façon informelle? D'accord. Et combien ont commencé à le formaliser éventuellement dans le cadre d'un travail sur un plan stratégique ou autre? Voilà, ça vous donne un petit état des lieux très rapide. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Oui. Oui, moi j'aurais voulu juste faire un petit commentaire parce que... Votre nom, s'il vous plaît. Christophe Angéli de la Fernie, une fondation qui est adossée à un centre universitaire. Il y a un commentaire que vous avez fait sur le collectif. Je pense qu'il faut faire un peu attention à ne pas s'auto-flageller. Quand on regarde la difficulté aujourd'hui des acteurs du développement, parce que moi je ne regarde que le développement, à se coordonner, c'est un fiasco mondial sur le sujet, entre la Banque mondiale, l'Agence française du développement, la Banque africaine, la Banque interasiatique, tous ces gens-là agissent sur le terrain avec une coordination extrêmement faible. Donc les grands acteurs, on va dire, de l'aide, sont des gens qui ont extrêmement de mal à se coordonner. Donc pour les fondations, pour moi c'est assez naturel que des acteurs qui sont moins gros, qui sont moins visibles, aient du mal à le faire. Donc je pense que l'autoflagellation est quelque chose qu'il faut essayer de fuir, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à le faire. Il faut évidemment chercher à le faire, et c'est très difficile de mon point de vue, dès lors que les objectifs des fondations sont parfois beaucoup plus ténus
beaucoup plus spécifiques et durs à marier les uns avec les autres. Je reviens juste sur un commentaire qui, moi, me concerne directement. Je trouve qu'il manque un soutien à la recherche en sciences sociales au niveau des fondations. On vise beaucoup, et ça a été dit à multiples reprises, l'impact et l'action. Nous, en tant qu'universitaires, on part du principe qu'on est beaucoup plus efficace quand on agit après avoir pensé. Et ça, ce soutien-là est extrêmement faible. Donc la recherche en sciences sociales est une recherche qui est finalement assez peu financée. Oui, allez. Je partage vraiment ce que vous dites. La Fondation ATD Quart-Monde finance un projet international qui est mené par, je ne sais jamais si c'est Cambridge ou Oxford, sur les indicateurs d'analyse de la pauvreté. C'est donc vraiment une recherche de très haut niveau. On la finance et on ne serait pas hostile, pour le coup, à s'associer avec d'autres fondations pour la financer. C'est vrai que les sciences sociales jouent un rôle absolument essentiel dans beaucoup d'affaires en matière de pauvreté notamment. Allez, encore peut-être une ou deux propositions collectives et après, comme on est déjà en train de grignoter sur votre pause, on va s'arrêter là. Oui, Sophie. Et bonjour, je m'appelle Sophie Lacoste, on s'occupe d'un fonds de dotation qui s'appelle Porosus et qui soutient l'émergence en art et en sport. Alors c'est pour parler de la collectivité dans l'autre sens de ce dont vous parliez. En fait, je voudrais partager avec vous un objectif, un rêve qu'on a. Donc on soutient des artistes émergents, des sportifs émergents. Et notre objectif, c'est pas juste de faire un fonds de dotation, mais c'est vraiment de créer un réseau et de faire qu'en fait, au-delà de l'aide financière qu'on apporte, mais que les anciens lauréats, dans des milieux qui sont très solitaires et très individualistes, tels que l'art et le sport, puissent aider, soutenir, mentorer des jeunes artistes et qu'à la fin, ce soit vraiment un réseau d'aide et une aide plus, plutôt que juste une aide financière. Voilà. Et il me semble, dans ces univers-là qui sont très durs, apporter du lien et de la solidarité, ça paraît très important. Ce sera le mot de la fin peut-être de Philippe. Moi, je vais apporter un petit éclairage qui me permet de rebondir sur ce que vous venez de dire, madame, et qui a à voir avec l'ego. Tu parlais des merveilleuses animations, tu parlais des Lego. Et on avait, avec la Fondation, créé une alliance pour l'emploi des jeunes. On avait monté tout un dispositif, on avait voulu faire réseau. On avait lancé des choses, et puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de les tenir dans la durée, parce qu'on manquait de méthode, on manquait de moyens, et notre vision tournait court. Et on a rencontré l'équipe Bernard et son équipe, et Accenture. Et là, on s'est dit, ils vont réussir à faire bien mieux que nous. On partage la même ambition, mais nous, on n'est pas capable d'aller au-delà de la première étape. Donc c'est pas un problème d'égo, c'est un problème à un moment donné, quand on croise la route d'une autre fondation, d'un autre collectif, dont on peut constater qu'il a une bonne méthode et une vraie capacité à transformer la vision de base, à un moment donné, il faut accepter de renoncer et de s'agréger au collectif qui est porté par autrui. Et on en est très heureux, mais vraiment très heureux, parce que du coup, l'objectif est mieux atteint, et c'est ça l'idée quand même. Donc je pense qu'il n'y a pas que l'ego. Voilà. Il y a le fait qu'à un moment donné, on trouve quelqu'un qui a des compétences, une méthode et une capacité que nous, on n'a pas. C'était en résonance avec ça, une citation qui nous avait été rappelée, Larry Troman, qui dit « It's amazing how much you can achieve when you don't care who gets the credit ». Ce renoncement qu'on fait volontiers à un moment... Info pratique, on parlait des ODD. Francis, il se trouve que la Fonda organise lundi prochain à 18h une réunion d'information sur les ODD, faire ensemble sur les territoires, faire ensemble avec des acteurs, les associations, les fondations, les entreprises. On a lancé cette démarche de faire ensemble sur 2 ans. Donc tous les bienvenus, ce qui peut mettre à nous Fonda, parce que la Fonda c'est du faire ensemble et c'est chacun est acteur et partie prenante du projet. Donc on vous y attend avec plaisir lundi à 18h parce que, encore une fois, c'est le temps que ça réfléchit, ça ne travaille pas tout seul. Donc vous y êtes les bienvenus pour prendre part à cette dynamique qui est très large. On parle de pauvreté, de prostitution, de migration, enfin tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, on les retrouve, on les met en action, on les met en résonance. Et les ODD sont un formidable vecteur de coopération entre amis. Merci Nice. Et pour terminer, pour ma part, je voudrais vous inviter à une démarche collective dans les mois qui viennent, très concrète,
Il se trouve que nous relançons dans une semaine notre enquête nationale fonds et fondations, qui n'est pas la nôtre mais la vôtre, parce que cette enquête a vocation tout simplement à permettre à notre secteur de mieux se connaître, de comprendre ce que nous pesons, notre poids économique, nos pratiques, nos faiblesses, nos forces. Cette enquête, nous la produisons et nous la mettons en ligne gratuitement tous les 4 ans. Donc vous allez tous recevoir cette enquête dans quelques jours et je vous invite vraiment dans le courant de l'été, avant ou après vos congés, à y répondre pour que nous puissions progresser dans notre connaissance collective. Voilà. Et pour terminer, je remercie infiniment nos intervenants pour leur propos.